Je passe immédiatement la parole à Yves-Charles Zarka, qui est professeur de philosophie à l'Université Paris-Descartes-Sorbonne, qui dirige la très importante revue de philosophie et de politique Cité, qui dirige également l'équipe Phil et Paul, qui est co-organisatrice de ce colloque. Il est l'auteur de nombreux ouvrages et, pour citer ses productions récentes, un volume publié chez Hermann très récemment, La philosophie politique à l'âge classique, et un texte qui prend place dans une trilogie un petit peu plus vaste, si j'ai bien compris, qui s'appelle Refonder le cosmopolitisme. Je lui donne la parole immédiatement pour un exposé qui s'appelle Heidegger et la responsabilité de la philosophie. Dans sa préface à l'édition française de son livre Heidegger et l'antisémitisme, Peter Travny écrit la chose suivante. Le drame de la philosophie ne réside-t-il pas dans la possibilité de l'errance? Il n'y a peut-être pas de philosophie sans une souffrance qui lui est tout à fait propre. Et cette considération est référée par lui à un propos de Heidegger, car à toute pensée essentielle est nécessaire la liberté de l'erreur, la longue, inutile errance. Fin de citation. La philosophie, comme pensée essentielle, comporte en elle-même la possibilité d'errer. Cette errance n'est donc pas un accident. Elle appartient elle-même, comme ce qui lui est le plus propre, à l'essence même de la pensée. Il y a un risque inhérent à l'exercice de la pensée lorsqu'elle entend se frayer un chemin en dehors des cadres, des assurances, des normes qui balisent les pensées et les opinions ordinaires, où se laisse entendre le fond sonore, à la fois sourd et assourdissant, de la communication dans laquelle s'inscrivent non seulement les échanges ordinaires, mais aussi tous ceux qui, croyant penser, se lovent dans des lieux communs. La véritable pensée est donc une pensée qui comporte un risque essentiel, celui de sortir des convenances et des modes de pensée acceptés, même à travers leurs divergences et leurs oppositions. Le risque essentiel à la philosophie renvoie à un courage de la pensée, hors de la fadeur des opinions partagées, courage de la vérité donc, mais aussi un courage de l'errance, essentiel à cette philosophie. On peut dire que Heidegger a assumé, à travers l'effraction qu'a constituée sa pensée, en particulier dans les traitants, cette liberté et ce courage de la philosophie, c'est-à-dire de celui d'une pensée hors des cadres préétablis, brisant même ces cadres pour donner accès à quelque chose d'autre, quelque chose d'étrange et d'insaisissable, d'incompréhensible au premier abord et de mystérieux. La pensée de l'être qui, dans sa proximité même à la philosophie, dans son origine, lui a toujours échappé et que cette philosophie même, dans son histoire, a masqué, redoublant par l'oubli le retrait fondamental de l'être lui-même. On ne saurait donc, en aucun cas, ni à Heidegger, le courage de la pensée brisant les cadres qui constituaient les normes et les balises de la métaphysique traditionnelle. On ne saurait non plus lui nier, à aucun titre, le courage de la vérité, donc la possibilité d'errer. Cette pensée, qu'on le reconnaisse ou non, a, par bien des égards, bouleversé non seulement la philosophie, mais et aussi, au moins directement,
l'ensemble des savoirs, ou du moins le cadre dans lequel ils s'inscrivent. Ce que je dis là pourra en étonner certains. Ce que je dis là n'est pas une simple considération rhétorique dont l'objet serait de mieux faire ressortir une analyse résolument négative de la négativité même de cette pensée, dont cette pensée a été porteuse, une négativité en vérité terrifiante, puisqu'elle a pu, à partir d'un certain moment, disons au début des années 30, reprendre avec tous les déplacements qu'on voudra, et les déplacements qui sont réels, les thématiques, les stéréotypes, les stigmatisations, qui étaient celles également de ceux qui ont été les vecteurs, qui ont conduit à la tragédie immense, inouïe, incommensurable qu'a connue l'histoire de l'humanité. Je ne voudrais pas, absolument pas, tomber dans la facilité et en même temps dans l'inconsistance qui consisterait à ramener Heidegger en totalité à cela. Et c'est précisément pour cette raison que je voudrais dire l'effroi qu'a suscité en moi qui, sans être ce que l'on appelle un spécialiste de Heidegger, loin de là, fréquente cette œuvre depuis que j'ai commencé à lire de la philosophie et peut-être à en faire, c'est-à-dire depuis près de 50 ans. La lecture des passages des textes antisémites des Cahiers noirs a produit cet effroi dont je parlais tout à l'heure. Et cela d'autant que leur contenu ne consiste nullement en propos de table ou en humeur ponctuelle auxquelles il nous arrive sans doute tous de succomber avant de les oublier ou de les effacer, c'est-à-dire de les ramener au rien dont ils n'auraient jamais dû sortir. Ce sont des textes, comme nous le savons, insérés dans le cadre de la pensée de l'être. Donc, dont j'ai dit il y a un instant à quel ébranlement elle avait introduit ou instauré dans la philosophie. Ces textes recèlent, au dire même de Heidegger, le plus propre de sa pensée, une composante ésotérique donc, parce que non divulguée au moment de leur rédaction, mais destinée à l'être et l'étant aujourd'hui. Voici la question. Comment une pensée à ce point inouïe a-t-elle pu ainsi sombrer? Peut-on ramener cet effondrement à une errance essentielle de la philosophie? Je retiendrai le terme effondrement plutôt que le terme d'errance. Il me semble, j'analyserai en ce sens, que ce que les Cahiers noirs révèlent, c'est d'une certaine manière l'effondrement de cette pensée. Et je voudrais, dans mon propos, essayer de rendre compte de la possibilité de cet effondrement qui, malheureusement, est devenu réel. Heidegger aurait, au nom même de la pensée qu'il a initiée, aurait pu, je le crois, éviter cela. Mais il ne l'a pas évité. C'est donc bien que, sans être inscrit dans l'acte inaugural d'un questionnement inouï, cet effondrement n'était pas inscrit dans l'acte inaugural d'un questionnement inouï, mais cependant, il y avait bien dans cette pensée quelque chose qui ne le rendait pas impossible. Je dirais donc deux choses. Il n'y a rien dans l'ouverture heideggerienne d'un nouveau chemin de la pensée qui le conduisait nécessairement à l'effondrement. Mais il n'y avait rien non plus qui l'en empêchait. Cependant, ces considérations ne suffisent pas à rendre compte
de l'effroi dont je parlais tout à l'heure. Il y a encore autre chose. C'est que, à l'opposé de l'accès nouveau, de la voie inédite que Heidegger ouvre avec la question de l'être et l'ensemble des reconsidérations qui lui sont évidemment liées sur le statut de l'existence, l'extase qui lui est essentielle, le souci et la préoccupation, l'angoisse et l'intimité de l'être et du néant, le caractère destinal du hasard, du Dasein, sur le lien entre métaphysique et domination de la technique, à l'opposé donc de tout cela, et de beaucoup d'autres choses. Les textes antisémites qui affleurent dans certains cours et qui sont manifestes, absolument manifestes dans les cahiers noirs, sont de la plus grande trivialité. Des lieux communs de l'époque, éculés. Et, pourquoi le dire, de l'ordre d'une imbécilité noire. Je le disais la dernière fois, toute proportion gardée, ça ressemblait à aujourd'hui un philosophe qui dirait que les attentats qu'il y a eu il y a 10 jours à Paris avaient eu à leur instigation François Hollande. Non, il faut dire les choses comme elles sont. Les textes antisémites de Heidegger, c'était, je vais le montrer, des textes très courants, des thèses très courantes, et invraisemblables, d'une bêtise invraisemblable. Dire rien de plus, d'une certaine manière, quotidien et inauthentique, au sens de Heidegger, que cet antisémitisme massif à l'époque où ces textes ont été écrits. Je ne dis pas cela, et en aucune manière, pour les excuser, ou encore pour dire que l'aversion, la haine des Juifs, l'antisémitisme radical qui apparaît, ou transpire, comme le montre d'ailleurs Peter Traunay, des références au protocole des sages des Sions, des allusions, quand il faudrait déterminer exactement le sens, aux lois raciales de septembre 1935. Je ne veux pas dire que cela n'a rien à voir avec la grande pensée de Heidegger. Cette grande pensée, je le disais tout à l'heure, ne comportait rien pour l'empêcher, mais elle ne comportait rien non plus pour l'y conduire nécessairement. Et elle y a conduit, ou elle y a du moins donné dans ce sens. Mais comment l'expliquer? Comment expliquer l'effondrement dans des lieux communs les plus communs et les plus haineux? Pire encore, comment a-t-il pu y sombrer alors même, il faut le dire, que certaines exactions les plus ignobles se déroulaient à quelques centaines de mètres de l'université de Fribourg où il faisait cours? Comment a-t-il pu sombrer dans cet antisémitisme de trottoir alors qu'un bon nombre de ses contemporains allemands n'étaient pas tous des juifs, avaient vu le péril? Comment a-t-il pu intégrer des considérations aussi sordides à sa propre pensée philosophique touchant l'être? Inutile que j'ajoute quelques considérations sur ses étudiants juifs ou son rapport à Husserl. C'est ici que se pose la question fondamentale de la responsabilité et de l'irresponsabilité philosophique. La liberté essentielle à la philosophie, le risque de la pensée qui lui est inhérent, ne font qu'ajouter à sa responsabilité et ne peuvent en aucun sens justifier l'irresponsabilité. On ne saurait justifier à cet égard Heidegger au nom d'une liberté d'errer inscrite dans la philosophie. Il s'agit d'autre chose. Il s'agit d'autre chose. Il y a une dimension énigmatique.
nous sommes devant, d'une certaine manière, une énigme que nous essayons tous de résoudre, ou du moins d'apporter des contributions pour la résoudre. Je voudrais, pour ma part, apporter une contribution sur 2 points. Le premier point, c'est, je vais l'exprimer sous la catégorie de la contingence de l'effondrement. La pensée de Heidegger ne devait pas nécessairement tomber là-dedans. Et je voudrais montrer ce point, je reviendrai tout à l'heure, à travers 3 questions précises. La première, c'est le destin collectif du Dasein. Le deuxième, c'est le passage, c'est la question de la technique, et le passage de la question de la technique à l'idée de la machination de la juiverie mondiale. Et troisièmement, c'est la question de l'ethnicisation de la question de l'être. Si j'en ai le temps, après avoir fait ça, je consacrerai la deuxième partie à vous montrer comment, à essayer d'attester comment l'ensemble de la construction heideggerienne, de l'antisémitisme heideggerien, les thématiques principales sont, à la petite différence près, qui est l'inscription dans le cadre de leur pensée, la même que celle de Schmitt. À la différence, je dis, pardon, à celle de Carl Schmitt. Bien. Donc, première chose, j'ai jusqu'à quelle heure? Bon, je commence par la contingence de l'effondrement. Je voudrais donc donner ici 3 exemples pour illustrer la double formule que j'ai annoncée au départ. Rien dans cette pensée ne l'y portait nécessairement, rien non plus ne l'en empêchait. Donc, commençons par le destin collectif du Dasein. Au paragraphe 74 d'Être et temps, on peut lire, traduction Martinez. Mais si le Dasein destinal, comme être au monde, existe essentiellement dans l'être avec autrui, son provenir est un coprovenir, il est déterminé comme codestin, terme par lequel nous désignons le provenir de la communauté du peuple. Et un peu plus loin, une phrase plus loin, Heidegger ajoute, dans l'être un l'un avec l'autre, dans le même monde, et dans la résolution pour les possibilités déterminées, les destinées sont d'entrée de jeu déjà guidées. C'est dans la communication qui partage et le combat que se libère la puissance du codestin. Fin de citation. L'être monde du Dasein, bien que n'accédant à l'authenticité que par une résolution qui ne se rapporte qu'à lui-même, est un être avec. Il est avec d'autres, avec les autres, dans un être ensemble, dont l'authenticité suppose que l'on fasse de soi et de l'autre, non un objet ou un outil, mais une relation qui est de l'ordre de l'assistance ou de la sollicitude. Cette essentialité de l'être avec du Dasein introduit chez Heidegger l'idée que le destin doit être un codestin parce qu'il pense et par lequel il pense l'avènement de la communauté et du peuple. Or, ce codestin collectif est déterminé ici par 2 éléments, la communication qui partage et le combat. C'est dans ce codestin que le Dasein individuel se trouve inscrit et orienté. Mais Heidegger ne dit rien de plus. Il ne dit rien sur ce en quoi consiste le destin collectif d'un peuple. Rien sur les constitutions, éventuellement, les normes de ce qui pourrait conférer une authenticité
pas seulement à l'être là, mais à l'être aussi à l'être là collectif. Et ce que l'on a, c'est une référence à des figures héroïques que le Dasein pourrait reproduire ou imiter. Je cite, « La résolution authentique d'une possibilité d'existence passée, le fait que le Dasein se choisit ses héros, se fonde existentiellement dans la résolution devançante, car c'est en elle seulement qu'est choisi le choix qui rend libre pour la poursuite du combat et pour la fidélité au répétable. » La double référence au combat dans ces textes du paragraphe 74 n'ont en soi rien de particulièrement inquiétant. Car il est bien vrai que les communautés tiennent leur destin, leur co-destin également, on ne pourrait pas le nier, personne, de combat. Ce qu'il a d'avantage, c'est que rien ne soit dit sur l'être de la communauté. Aucune détermination sur sa structure, sur la question du gouvernement, sur la question de la finalité. Le concept de communauté et celui de peuple restent ouverts. Bien que l'on sache, par ailleurs, que Heidegger n'était pas favorable à la démocratie libérale, en particulier à Seidel Weimar, et que qui est, pour lui, le régime de la multiplicité d'opinions et des styles de vie, et qui représente la médiocrité de la normalité anti-héroïque. Il y a là rien qui conduit, rien qui empêche. Passons maintenant autour des années 33. Les choses ont changé, ou plutôt se déterminer dans un certain sens, à partir de 1933. Dans son cours de 34 sur la logique comme question en quête de la pleine essence du langage, Heidegger consacre un long développement sur le peuple en tant que corps, en tant qu'âme et en tant qu'esprit, où il traite de la race. La race, je cite, ne vise pas seulement le racial, en tant que ce qui est de l'ordre du sang, au sens de la transmission héréditaire, des liens du sang et de l'instinct vital, mais désigne, même le plus souvent, ce qui est de race, de bonne race, racée. Ce qui veut dire que la race n'est pas réduite à une détermination biologique, que Heidegger, à ma connaissance, refusera toujours, mais une détermination qui est incluse dans la détermination de ce qui est le corps du peuple. De même, le même cours renvoie à la voie du sang, je cite, « C'est ainsi que le sang lui-même et l'ascendance ne peuvent déterminer l'homme sur le plan existentiel que s'ils sont déterminés par des dispositions affectives, jamais uniquement par eux-mêmes. » Là encore, le sang, c'est une détermination nullement exclusive, elle ne détermine pas à elle seule le statut d'un peuple, mais elle est incluse néanmoins en lui. La voie du sang se place dans l'unité de la disposition affective, et Heidegger ajoute, à cette unité appartient aussi la spiritualité de notre être là, laquelle advient en tant que travail. Cette considération, disons, sur le statut de la race dans l'identité et le projet d'un peuple, prend dans les cahiers noirs une dimension qui restait inaperçue. Dans les réflexions du volume 94, se dessine en vérité quelque chose d'autre, mais quelque chose qui n'était pas empêché par ce qui venait avant. C'est-à-dire quelque chose qui pourrait la prendre, je force un peu le terme, mais qui pourrait prendre la figure, sans réduire la race à la race biologique, d'une guerre des races, où les Juifs jouent un rôle déterminant, comme ça a été rappelé tout à l'heure, il y a plusieurs reprises pendant
séjourner. Alors que les autres races, sont liées au sol, ont une histoire, ont des attaches, les Juifs seraient une race tout à fait particulière, hors sol, dont la volonté hégémonique vise à une domination qui aurait pour objet de déracialiser les autres peuples. De déracialiser les autres peuples. Les Juifs sont donc à la fois ceux qui sont particulièrement voués au calcul, au trafic, sous-tendent d'une machination à la taille du monde, et en même temps une entité qui aurait toujours vécu sur le principe racial, entendu largement cette fois dans un sens biologique. Le tout est pensé dans le cadre d'une alternative, le tout, c'est ça qui est fondamental, dans le cadre d'une alternative entre l'être et les temps, c'est-à-dire réinscrite dans une perspective onto-historique, métaphysique, comme vous voulez. Il y a bien ici, selon moi, un effondrement qui n'était pas inscrit dans la pensée heideggerienne au départ, mais que celle-ci n'interdisait pas non plus. Peut-on l'expliquer uniquement par le contexte historique? Je ne crois pas, parce que la figure des Juifs est précisément reprise dans ce contexte historique qui lui-même renvoie à des considérations que l'on a analysées auparavant chez Hegel et d'autres, mais qui prennent ici une charge particulière en tant qu'elles engagent la totalité de la pensée de Heidegger. La pensée de Heidegger a-t-elle été contaminée? Peut-être, mais si elle a été, c'est qu'au départ, elle ne comportait rien qui l'immunisait de cette contamination. Deuxième point, la question de la technique. De la technique à la machination de la juiverie mondiale. Nul ne saurait contester, je crois, l'originalité et la profondeur de l'interrogation heideggerienne sur la technique depuis le départ, et en particulier sur la technique moderne comme Gestalt, à raisonnement ou dispositif comme vous voulez. Je rappellerai simplement en 2 mots que ce qui caractérise la technique moderne, selon lui, c'est la provocation ou la réquisition de la nature qui consiste à la soumettre à un dispositif articulé visant à libérer, transformer, accumuler, distribuer ce à quoi cette nature est désormais réduite, c'est-à-dire à une source d'énergie. Étant ainsi mobilisée par la technique, la nature a le caractère de stock, de fonds disponibles. Derrière la représentation instrumentale de la technique, il y a une représentation de l'homme qui, comme ayant la pleine maîtrise de cette nature, or ce règne de la technique n'est pas limité, il s'étend non seulement planétairement, mais à tous les secteurs de l'existence, en particulier à l'homme, jusque dans son corps propre, qui devient mobilisable et disponible. C'est là que se joue, selon Heidegger, le plus grand, comme on sait, le plus grand danger de notre temps, celui précisément dans lequel peut s'abîmer l'humanité et se détruire elle-même. Il semble que rien dans cette analyse, rien, ne soit susceptible de stigmatiser un peuple particulier. Rien. Dans la mise en œuvre de la domination globale. C'est un phénomène sans sujet. Et pourtant, tel est bien le cas dans les Cahiers noirs, où, comme cela a été dit sans doute à plusieurs reprises à juste titre, la juiverie mondiale, insaisissable partout et partout présente, joue le rôle de l'acteur principal derrière ceux qui apparaissent comme ses instruments, en particulier l'Amérique, qui américanise le monde en transformant en champ d'exercice de sa puissance. Mais si rien ne conduisait à voir dans les Juifs le ressort principal du règne de la technique, rien ne l'interdisait non plus. La mutation métaphysique que Heidegger perçoit
au fondement de la raisonnement de la nature, à savoir la conception de l'homme comme subjectum et le calcul inhérent à la mise en œuvre du principe de raison, laisser entièrement dans l'ombre les processus matériels réels qui ont conduit au règne de la technique, dès lors rien, comme précisément un procès sujet, dès lors rien n'empêchait le sujet vide de l'aptitude au calcul à être assigné à un acteur particulier, le juif évidemment, calculateur, trafiquant, vecteur de la grande machination visant à dominer la terre, et qui peut la porter à sa perte. En pensant la raisonnement du monde comme le produit d'une mutation dans l'histoire de la métaphysique, la conception heideggerienne de la technique laissait irrésolue la question du vecteur de cette transformation et la possibilité de substituer au processus réel un agent fictif, mieux fantasmatique. Troisième point, l'ethnicisation de la question de l'être et de la philosophie en général. La question de l'être est, on le sait, foncièrement liée au langage. C'est dans la mesure où il est un être de langage que l'homme se révèle à lui-même comme un étant pour lequel il y va de son être. Que la philosophie soit née en langue grecque, ce n'est pas pour Heidegger un hasard. Qu'elle puisse être relancée ou répétée ou recommencée, ouvrir un autre commencement en langue allemande, ce n'était pas non plus pour lui, c'était pour lui une évidence. Mais rien ne pouvait interdire dans ce cadre l'idée sur laquelle la pensée de l'être puisse être reprise en d'autres langues, bien que non initiée par elle. Mais rien n'interdisait non plus à ce que les considérations sur le langage, sur les langues, ne se transforment en considérations sur les peuples et que la philosophie s'ethnicise. En pensant le destin de la philosophie comme se jouant entre un premier commencement, celui des Grecs, et un autre commencement, celui des Allemands, Heidegger va ethniciser le destin de la philosophie en assignant aux Allemands le destin d'accomplir l'autre commencement qui n'est pas celui d'une simple répétition du premier, mais qui porte avec lui la totalité du destin de l'Occident. Mais entre le premier commencement et l'autre commencement, la continuité n'est pas sereine. Il faut qu'il y ait un bouleversement, une révolution qui mobilise l'esprit d'un peuple pour que s'accomplisse le destin du recommencement ou de l'autre commencement. Dans cette configuration ethnicisée de la philosophie, il n'en résulte pas seulement que les autres peuples n'ont par eux-mêmes aucune vocation véritable à la philosophie, mais qu'il y en a un qui conduit à la catastrophe, qui doit susciter la mobilisation des volontés en vue de l'autre commencement. Il n'y a pas seulement une négation totale de l'apport des Juifs à l'histoire de la pensée, mais aussi la désignation de ceux-ci comme le négatif, l'ennemi de la pensée méditante, l'agent de la destruction. Les Juifs calculateurs ne pensent pas jusqu'à Husserl lui-même, qui en tant que Juif est le responsable du fait que sa phénoménologie, je cite, n'ait jamais accédé au domaine des décisions essentielles. Aux Juifs sans monde, hors sol, est donné, dénié, auquel on dénie non seulement tout accès au sens de l'être, mais en outre, auquel que l'on conçoit comme l'obstacle principal à détruire, si l'on peut
pour que puisse s'accomplir le destin occidental. Le juif insaisissable, mais omniprésent et omnipotent, acteur d'une domination intégrale de l'État, est aussi l'ennemi le plus propre, devient ainsi l'ennemi le plus propre de la philosophie. Là encore, rien ne conduisait nécessairement à cela, rien ne l'empêchait. L'ethnicisation de la question de l'être et de la philosophie en général a transformé ce qui était une voie nouvelle dans l'histoire de la pensée en un récit délirant, irresponsabilité de la philosophie. La question de l'être laissait ouverte en effet la possibilité d'une dérive, de cette dérive, ce qu'avait parfaitement vu Lévinas en lui opposant précisément la question de l'autre préalable au moi, de la préoriginaire altérité, c'est-à-dire de l'éthique comme philosophie première, responsabilité de la philosophie. J'en viens au second point que je vais... Merci ta générosité. Deuxième point qui touche aux principales thématiques heideggeriennes, thématiques antisémites heideggeriennes. C'est ce qui fait aussi mon grand étonnement à lire ce que j'ai lu, c'est qu'elles ne sont nullement originales. Il n'y a rien d'original là-dedans. Et qu'elles convergent totalement avec celle, par exemple, de Schmitt, que j'ai beaucoup travaillé. C'est pourquoi, en lisant ce que j'ai lu, je me souviens relents qui me revenaient. C'est exactement la même chose au déplacement près. Ce que l'un dit dans le point de vue de la métaphysique, l'autre le dit au point de vue du droit, et dans des langages qui sont propres à chacun des secteurs. Alors il y a trois considérations que je voulais faire, mais que je vais faire là en vous le disant rapidement. La première concerne, bien sûr, le thème du juif sans monde et de son projet de domination sans limite, exactement le même thème que Schmitt. Deuxièmement, le thème de la guerre des races, alors chez Schmitt, c'est au sens propre, là, c'est un sens un peu plus large chez Heidegger. Et troisièmement, le juif à la fois comme ennemi le plus intime et le plus extérieur. Ces trois thèmes, les mêmes, sont développés en des langages et dans des problématiques totalement différentes. Je donne quelques exemples. Pour Schmitt aussi, le juif est un être hors sol. Et c'est parce que c'est un être hors sol, qui n'a pas d'attache nationale, patriotique, qu'il défend le normativisme. Chaque fois que Schmitt attaque le normativisme, presque toujours, c'est le normativisme juif et dont la figure emblématique pour lui, c'est Kelsen. Ça, c'est la figure que prend chez Schmitt l'attaque contre le juif sans monde. Non, attends, 2 minutes, je ne vais pas lire les textes que j'ai. Non, je peux pas. Donc, simplement, il y a, et évidemment, le juif sans monde est également, je n'ai pas le temps de le montrer dans le détail, gouverné par une volonté de domination du monde, avec le même problème que celui qu'a soulevé notre collègue Donatella tout à l'heure. Deuxième point, la question de la guerre des Juifs et des Allemands. Ça, c'est central chez Schmitt. La guerre des Juifs et des Allemands. La guerre des Juifs et des Allemands, la guerre des races, dans laquelle les Allemands doivent se défendre contre les Juifs, lesquels ont été à l'initiative de la destruction de l'esprit allemand. De la destruction de l'esprit allemand. Ce dont Carl Schmitt accuse particulièrement les Juifs, c'est précisément d'avoir, au sein même de l'Allemagne, vidé l'Allemagne de son esprit propre.
c'est pas le cas d'Heidegger, mais Schmitt, de son sang aussi. D'où sa justification de la loi de protection du sang allemand, du citoyen allemand de 1935. Troisième point de convergence dans des langages différents et des problématiques différentes, l'ennemi le plus intime et le plus étranger. Le juif, pour Schmitt, comme pour Heidegger, et j'ai un texte ici que je ne peux pas lire, des réflexions, pour l'un comme pour l'autre, le juif, c'est le plus étranger, il n'a rien à voir avec nous, absolument rien. Il a son projet de domination, d'ailleurs, l'atteste bien. Mais en même temps, il est chez nous. Il est à l'intérieur de nous. Et donc, c'est un danger qui est interne et nous avons à nous protéger contre ce danger interne. Telles sont les trois grandes thématiques que l'on trouve dans les réflexions d'Heidegger et que l'on trouve également chez Schmitt, ce qui me fait dire que cet effondrement dont je parlais, c'est un effondrement de sa philosophie, un effondrement dans le banal, dans ce qui malheureusement peut avoir de plus tragique. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci, cher Yves Charles, pour cet exposé où, à nouveau, les questions les plus décisives, les plus brûlantes et les plus centrales ont été posées. Et ensuite, alors, on ne vous entend pas. Donc, il y a deux questions. Gérard Guest, Stéphane. Oui, je vous remercie d'avoir posé la question de la responsabilité philosophique, qui est une question majeure et qui est sans appartenance d'obédience à telle ou telle doctrine philosophique. C'est quelque chose qui nous intéresse tous au premier chef en tant que philosophe ou professeur de philosophie ou simple citoyen. Simplement, vous l'avez posé dans des termes dont l'un et l'autre m'ont un peu étonné. Vous avez très bien montré que dans les débuts et les amorces et les thématiques principales de la pensée de Heidegger, rien ne laissait attendre nécessairement la catastrophe, mais rien non plus ne s'y opposait. Vous avez insisté sur ce trait, que je vous accorde tout à fait volontiers. Simplement, vous avez à un moment parlé de contamination, vous avez parlé de ce même problème en termes de contamination, reprenant la problématique de M. Travny. Absolument. Et d'autre part, vous avez risqué quelque chose qui n'est pas dans le texte de Peter Travny, à savoir l'idée d'immunisation. Cette idée d'une immunisation philosophique contre tout risque de succomber à la catastrophe m'inquiète un peu. Je me demande à quoi vous pensiez ou si c'est une manière de parler. Non, je voulais dire simplement la chose suivante. C'est vrai que la référence à la contamination est envoyée directement au texte de Travny, bien sûr, mais précisément, je ne peux pas. Je voulais dire simplement, c'est d'avoir une réserve par rapport à l'idée de la contamination. Peut-être ai-je fait le geste inverse, c'est-à-dire d'accroître la métaphore biologique, mais mon intention était de ne pas, de marquer une réticence par rapport à l'idée de la contamination.